l'IA peut ce qu'on appelle halluciner, c'est-à-dire peut nous donner des réponses totalement hors de la réalité, inventer en fait finalement des faits. Lui, c'est William Le Trône, il est chercheur spécialisé dans les nouvelles technologies et il s'intéresse aux problèmes juridiques qu'elles peuvent poser. Ça tombe bien, dans cet épisode, on va parler intelligence artificielle. Leur utilisation soulève tout un tas de questions éthiques et juridiques, et certaines font franchement peur. Par exemple, est-ce que les IA génératives vont devenir plus performantes que les humains et piquer tous nos boulots? Est-ce qu'il est encore possible de s'en passer? Est-ce qu'il faut leur faire confiance, les accompagner, les réguler comme l'a fait l'Union européenne, ou pourquoi pas les interdire? Avec ma collègue Alice, une grosse discussion nous attend. Moi c'est Camille, bienvenue dans Studio E, le podcast d'Enter. Bonjour William, merci Bonjour. beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir, merci de nous recevoir. Vous êtes chercheur au CNRS et vous êtes aussi membre du projet interdisciplinaire sur la protection des données personnelles, C'est bien ça. qui n'est pas facile à prononcer. En effet. Et du coup, on va commencer par des super basiques, mais vu qu'ensemble on est là pour discuter d'intelligence artificielle, est-ce qu'on pourrait définir ce que c'est une intelligence artificielle? Alors c'est pas facile, il y a beaucoup de définitions et tous les chercheurs ne sont pas d'accord sur la définition, mais on pourrait faire une définition assez générale qui est que l'intelligence artificielle, c'est un ensemble de techniques qui permettent à une machine d'effectuer des tâches plus ou moins complexes sans besoin de supervision humaine continue. Donc ça va de la détection du trafic routier à la classification de CV, aux bots dans les jeux vidéo qui émulent une vraie personne, un vrai joueur. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez large au final. Ok. Et alors, je sais que ça a été inventé il y a quelque temps, je crois qu'on avait dit 1956, la première intelligence artificielle. Oui, alors on utilise le terme d'intelligence artificielle depuis 1956. Il y a eu des recherches qui ont été débutées avant 1956. Et ensuite, il y a eu toute une histoire assez riche jusqu'à aujourd'hui et l'explosion qu'on connaît aujourd'hui. Bah justement, d'où elle vient cette explosion? Parce que là, ça fait quelques années, tout au plus, qu'elles sont partout, les IA, Oui, notamment sur les réseaux. oui. Alors moi, je dirais que c'est à partir des années 2000, en fait, et l'avènement d'Internet. Typiquement, on s'est retrouvé avec une énorme quantité de données. Et ce qui a permis, en fait, de mieux entraîner nos algorithmes. Et ensuite, on s'est retrouvé justement avec des IA bien plus performantes qu'avant. Dans les années 80, voire dans les années 60, c'était assez décevant en fait. On s'attendait à atteindre un niveau d'intelligence artificielle générale, c'est-à-dire similaire à l'homme en termes de capacité intellectuelle. Et bon, il y a eu des déceptions à ce moment-là. Et en fait, voilà, Internet a permis cette explosion de données disponibles du coup pour les algorithmes euh, qui peuvent du coup puiser dedans et ensuite effectuer certaines tâches suivant comment on les règle. Et aujourd'hui, on est loin de cette déception. On a quand même, entre le début des années 2000 et aujourd'hui 2024, il y a eu une espèce de fulgurance de l'IA. Elles sont de plus en plus performantes, Elles quoi. sont de plus en plus performantes. C'est allé très vite à partir des années 2000 en effet. Et peut-être la véritable révolution, c'est l'avènement de l'intelligence artificielle générative. Donc à partir de 2018, avec les travaux de la startup OpenAI, qui a présenté justement entre 2017 et 2018 son premier modèle d'intelligence artificielle générative qui s'appelait GPT-1. Et maintenant, on en est au GPT-4. Est-ce que vous pouvez définir un peu ce que c'est une IA générative par rapport à une IA classique? Oui, alors une IA générative, en fait, c'est un type d'IA qui est chargé de générer de l'information sur la base d'instructions entrées par une personne. Donc souvent, une IA générative, ça va se présenter sous forme de chatbot. Vous avez certainement déjà pu utiliser ChatGPT ou même Bing, le copilot, l'assistant de Bing qui a été installé maintenant sur le Du moteur de du recherche. moteur de recherche Ouais. de Microsoft. Donc ça se présente comme un chatbot. On saisit des informations, on saisit des choses, on demande de l'information, on peut lui demander de corriger des choses. Et l'intelligence artificielle générative va, par un procédé de prévision, si vous voulez, de mots, nous générer une réponse, en fait, qui est en théorie pertinente, mais pas toujours.
et générer aujourd'hui des images. Quand on pense aux IA génératives, on pense Oui, à Midjourney et oui, à toutes ces images qui sont créées. tout à fait. Et en plus, d'ailleurs, là, très récemment, il y a eu Sora. Donc, c'est le dernier logiciel d'intelligence artificielle, pardon, le système d'IA générative fait pour générer justement des images, en l'occurrence des vidéos, qui est hyper convaincant, euh, très réaliste, qui peut simuler des mouvements de sable. Quand une personne, du coup, fictionnelle, dans la vidéo, pose les pieds sur le sable, on a l'impression que le Elle sable pose vraiment bouge les pieds. de façon convaincante. C'est très convaincant. Mais ça peut avoir un côté presque flippant aujourd'hui dans les métiers créatifs, dans des métiers comme les nôtres aussi, où on fait du traitement de données. Est-ce qu'on pourrait pas craindre que les IA deviennent plus performantes que les humains dans certains domaines, notamment créatifs ou journalistiques comme le nôtre, quoi? Alors, plus performante que les humains, ça dépend comment on définit la performance. Ça dépend aussi comment on définit la créativité. Il y a en ce moment une jurisprudence qui s'enrichit de jour en jour sur les problèmes de propriété intellectuelle. Justement, on a des IA génératives qui s'entraînent sur une masse de données énorme, clairement. Parfois, ça couvre presque l'entièreté d'Internet, des réseaux sociaux, donc une quantité énorme d'informations. Et il se trouve que dans l'eau, il y a des images, des œuvres protégées et non protégées qui vont servir pour entraîner ces modèles d'IA génératives, qui vont ensuite, eh ben, quand elles vont générer en fait finalement du contenu, reprendre certains styles de certains artistes qui existent vraiment et qui du coup ils voient une forme de plagiat en fait. Donc voilà, il y a effectivement des enjeux en termes de propriété intellectuelle. Euh, les artistes ont raison de s'inquiéter. Euh, il me semble que c'était l'année dernière, il y a une personne, on va dire un artiste, qui a gagné un prix en fait pour un concours d'art. Et il se trouve que son œuvre était générée par IA. Donc ça a été assez... Ouais, ça avait fait beaucoup ça avait l'actualité. fait l'actualité. Mais objectivement, c'était une jolie œuvre. C'était une jolie image. Après, on ne peut pas trop parler de créativité non plus quand on parle d'IA générative. Donc on n'en est pas encore au point de les IA vont remplacer les humains. Non, je pense que dans le domaine de l'art, en fait, ça dépend. Le principe d'une œuvre d'art, c'est aussi la valeur qu'on lui attribue. Et si pour les internautes, finalement, une œuvre générée complètement par l'IA est aussi jolie et aussi finalement innovante dans le style qu'une œuvre d'art faite par un humain, en réalité, le résultat sera que les deux seront vus de la même façon par une personne, par le grand public. Parce que sur les réseaux sociaux, il y en a beaucoup qui circulent et qui sont valorisés, par exemple sur des réseaux comme Instagram où l'image est très mise en avant pour les utilisateurs qui ne voient pas forcément la différence. Ben, un post avec une IA va attraper beaucoup de likes, alors qu'en fait, derrière, il y a personne. Oui, c'est un problème. D'ailleurs, ça n'affecte pas que les images, ni les vidéos, ça affecte aussi l'écriture. En fait, maintenant, on a des problèmes d'arnaque en fait, aux faux livres, aux livres générés par IA. Donc, Amazon a dû faire un peu du nettoyage parce que une personne, un auteur vrai, qui existe vraiment, s'est rendu compte qu'elle avait une autobiographie écrite par de l'intelligence artificielle générative en vente sur Amazon. Et bon, je vous cache pas que la qualité du... Je l'ai pas lu. J'imagine que la qualité n'était pas terrible. La couverture était aussi générée par IA. Et en fait, il y en avait des centaines des autobiographies comme ça, des fausses autobiographies. Donc ça, oui, ça touche à beaucoup de domaines. Après, sur les réseaux sociaux, voilà, ça pose le problème du modèle économique des plateformes. Parce qu'évidemment, pour le moment, les plateformes ne trient pas ce qui provient d'une IA et ce qui ne provient pas d'une IA. Parce que ça génère du clic et donc de l'argent, quelque part. Voilà. Après, c'est vrai que sur les images, il y a des choses impressionnantes. Sur le texte, j'ai l'impression que c'est plus difficile de faire quelque chose de convaincant. Pour le texte, c'est... Alors, au départ, pour le texte, c'était pas si convaincant que ça, c'est vrai. En revanche, les derniers modèles d'intelligence artificielle générative sont assez performantes et honnêtement, c'est très difficile de distinguer entre ce qui a écrit justement l'IA générative et ce qui a écrit un humain. Ce qui d'ailleurs pose des problèmes dans le monde de l'éducation, où des professeurs se demandent
en tout cas, demande des moyens de vérifier que des copies rendues par certains élèves, par les élèves, soient euh, scannables, en fait, finalement, à la manière des logiciels de plagiat, mais pour l'IA. Donc, généralement, l'IA peut aussi faire du plagiat, donc bon, des fois, ça s'entrecoupe, mais voilà, il y a une demande aussi de ce côté-là. Justement, nous, on est allé dans les rues de Paris pour savoir si les gens utilisaient tant que ça les IA. Et on est tombé sur pas mal d'étudiants et d'étudiantes. Donc, je vais vous montrer la vidéo. Oui. Et puis, vous allez nous dire ce que vous en pensez. Alors, j'en utilise pas fréquemment et je suis pas fière, mais j'ai utilisé récemment ChatGPT pour des traductions en anglais. ChatGPT pour faire des devoirs de recherche, des petits plannings, des petits business plans surtout. En ce qui concerne mes devoirs de recherche, bien sûr. Je l'utilise pas tellement, à part pour tout ce qui est logiciel de traduction, etc. Quand je dois traduire un texte. Mais c'est vrai que de manière générale, je l'utilise pas beaucoup parce que en ce moment, je suis dans les études d'histoire. Et c'est vrai qu'en fait, ça m'est pas tellement utile, à part si je dois traduire un texte, encore une fois, parce que si jamais j'utilise ChatGPT pour faire une rédaction ou un devoir, ce genre de choses, c'est mauvais. Donc c'est pas... J'utilise vraiment pour des questions un peu simples d'orientation, comme un moteur de recherche qui pourrait me rediriger vers d'autres références ou des choses comme ça, plutôt que comme un traitement de texte, parce que là, on voit quand même assez rapidement les limites d'une intelligence artificielle. On est tombé sur aucun étudiant qui n'utilise pas ChatGPT. Vous Ouais. voyez ça de quel œil? Je suis pas étonné. Moi aussi, je l'utilise. Non, ce qui est rassurant, c'est que j'ai l'impression qu'ils ont conscience des limites du logiciel, enfin du système en l'occurrence. C'est que on ne peut pas laisser tout un travail à l'intelligence artificielle générative. Effectivement, il y a des erreurs, et il y a du plagiat. Même quand l'IA va générer un texte qui est censé être sourcé quelque part, parfois la source est mauvaise. En fait, la note que l'IA nous donne est mauvaise, ou alors elle n'en donne pas du tout. Et puis en dehors de ça, l'IA peut ce qu'on appelle halluciner, c'est-à-dire peut nous donner des réponses totalement hors de la réalité, inventer en fait finalement des faits. On parle d'hallucination de l'IA? On parle d'hallucination de l'IA. Génial. On a un cas, par exemple, alors, il me semble que c'est aux États-Unis, un avocat qui a fait écrire sa plaidoirie, partie de sa plaidoirie par l'IA générative. Et il se trouve que l'IA générative a inventé des jurisprudences. Donc, C'est un peu osé pour un avocat. Ouais, c'est dommage. c'était bien tenté. Non, du coup, c'est rassurant de voir qu'en fait, il considère ça comme un outil, même de traduction, ce qui est quand même relativement safe. En termes de... c'est honnête, on va dire, comme démarche. Ou comme un moteur de recherche, et puis ensuite on vérifie ses sources. Voilà. C'est mieux de vérifier ensuite derrière, c'est vrai. Mais est-ce que ça, parce que là, pour le moment, on en est au début, en fait, avec ChatGPT, est-ce que d'ici 10 ans, ça pourrait être... on pourrait obtenir des réponses hyper justes et très bien écrites? J'imagine que la qualité des résultats proposés par l'intelligence artificielle générative ira en augmentant, c'est sûr. J'imagine aussi qu'Internet va un peu changer, c'est-à-dire qu'on va peut-être avoir de l'intelligence artificielle générative pour remplacer nos moteurs de recherche, avec directement... En fait, on commence déjà à voir un changement à ce niveau-là. Par exemple, sur certains moteurs de recherche, quand on va entrer une requête, on va d'abord être présenté avec un petit résultat d'IA générative qui va nous parler un peu du sujet de notre requête, et ensuite on a les résultats sur les sites. Donc, c'est possible qu'on ait un changement de structure même au niveau d'Internet entièrement, avec, oui, des IA génératives particulièrement performantes. Après, je ne suis pas sûr qu'il faille partir du principe qu'on n'aura pas besoin de règles ni d'indications sur comment l'utiliser, parce qu'il y aura quand même toujours des risques. Juste pour revenir encore sur le petit micro-trottoir qu'on vous a montré, là, il y a beaucoup d'étudiants qui ont l'air d'être au courant. Il y a quand même aussi une majorité d'étudiants, et si on prend les plus jeunes, les lycéens, parce que Internet est accessible aux collégiens, aux lycéens, à tout le monde. Et plus on est jeune, j'ai l'impression, moins on a conscience de l'implication de ces actes. Il y a beaucoup de jeunes qui utilisent sans avoir conscience que ça peut être... parfois grave, notamment, j'aimerais bien que vous nous parliez de la rétention d'informations que peut faire ChatGPT.
Oui, alors en fait, pour parler de la rétention d'informations, il faut comprendre que l'IA générative s'entraîne sur de vastes quantités de données et s'entraîne également parfois sur les requêtes des personnes, sur les informations saisies pour s'améliorer en fait. C'est-à-dire qu'il y a un risque que l'IA régurgite non seulement de l'information personnelle qui va permettre d'identifier une personne réelle au moment donc de son utilisation. Ces données personnelles auraient été collectées en fait au moment de la formation de la base de données, mais il y a aussi un risque qu'elle régurgite des informations qui ont été rentrées par les utilisateurs après, à partir du moment où elle est commercialisée. C'est-à-dire que si vous copiez-collez une lettre de motivation avec votre adresse et des informations personnelles sur vous, il y a un risque réel que l'IA générative ressorte ces informations-là dans le cadre d'une interaction ultérieure. Donc il faut avoir conscience de ce problème. Donc un petit 06 peut se retrouver, ou une adresse postale peut se retrouver Exactement. dans des réponses données par ChatGPT. Oui, c'est une possibilité. Et alors, comment on peut informer les utilisateurs, les utilisatrices de ces dangers-là de l'IA? De la sensibilisation, des choses qui devraient venir du gouvernement, peut-être éventuellement apprendre dans l'éducation. Déjà, dès le collège, par exemple, comment bien se servir des systèmes d'IA. Donc, en l'occurrence, aujourd'hui, c'est surtout l'IA générative, mais juste comprendre en gros aussi tous les enjeux relatifs à l'IA. Avoir également conscience des risques de fausses informations qui seraient générées également par l'IA. Ça se rejoint, en fait. On rejoint ensuite le thème de la lutte contre la désinformation, mais c'est deux sujets connexes. Donc un effort, je pense, dans les écoles, peut-être. Ça implique des profs formés. Ça implique des profs formés ou que des acteurs viennent justement faire des formations, faire des interventions à l'école. Oui. Est-ce que c'est quelque chose que vous projetez, par exemple, en tant que jeune chercheur, d'aller vulgariser auprès de publics Si j'en ai la possibilité, je le ferai avec plaisir. Pour le moment, on ne me l'a pas demandé. Oui, l'enjeu, c'est peut-être aussi d'encadrer les usages de l'IA. Et c'était pas gagné, mais l'Union européenne l'a fait après quand même 2 ans de discussion. Elle est devenue le premier continent à fixer des règles pour l'intelligence artificielle. Alors, que prévoit cet IA Act? En fait, il catégorise les IA en fonction de la gravité des risques qu'elles impliquent. Et du coup, certaines sont carrément interdites, comme les systèmes qui attribuent une note sociale, comme ça a été le cas en Chine par exemple, ou encore l'identification biométrique à distance, même si ça reste autorisé pour les forces de l'ordre dans certains cas et sous réserve d'autorisation judiciaire. Et ensuite, il y a les IA dites à haut risque, donc qui peuvent porter préjudice à la démocratie ou à la santé, par exemple. Et elles devront réaliser une analyse d'impact avant leur mise sur le marché, prévoir un contrôle humain sur la machine et être transparente sur leur fonctionnement. Et l'utilisateur devra aussi être au courant quand il est en relation avec une machine. Et tout ça sera surveillé de près, puisqu'un office européen de l'IA pourra infliger des amendes qui pourront aller jusqu'à 7% du chiffre d'affaires. L'entrée en vigueur, par contre, devrait se faire en 2026. Après, ça a quand même pris 2 ans pour arriver à Ça a l'IA pris du Act. temps parce qu'il y a des intérêts économiques en jeu. Et dès qu'il y a des intérêts économiques en jeu, effectivement, des États vont vouloir faire peser leurs intérêts dans les négociations et influencer sur le processus législatif. Ça a été le cas, d'ailleurs. La France, l'Italie et l'Allemagne ont essayé de changer certaines provisions, certaines mentions dans la loi. Oui, parce qu'on a des entreprises, notamment en France et en Allemagne, qui développent de l'intelligence artificielle. Et donc, la difficulté, c'était de réguler sans non plus freiner un peu ces innovations européennes. Voilà, en fait, il y a l'idée que réguler freinerait automatiquement l'innovation. Je pense que ce n'est pas si simple que ça. Dans l'immédiat, il va y avoir une phase d'adaptation qui va peut-être demander un peu de moyens aux sociétés. Mais ensuite, à partir du moment où tout est en place, je ne vois pas en quoi la régulation porterait préjudice à l'innovation. Et en l'occurrence, pour venir au sujet des grandes sociétés françaises, c'est des sociétés d'IA générative, justement. Donc, il y en a une française, c'est Mistral AI, et il y en a une allemande, c'est Aleph Alpha, qui sont les 2 pionnières de l'IA générative en Europe.
Et du coup, ce qui ne convenait pas à certains États européens, en l'occurrence la France et l'Allemagne, c'était que ces IA déjà peinent à rentrer en compétition Avec les IA américaines. avec OpenAI. Ces sociétés entières peinent à rentrer en compétition avec OpenAI. Pour eux, du coup, c'était pas nécessairement bienvenu d'avoir certaines mentions dans la loi. Et justement, il n'y a pas que la catégorie à haut risque, ni la catégorie à risque inacceptable, il y a aussi la catégorie à risque systémique qui a été rajoutée un peu tardivement dans le règlement. Et cette catégorie est faite spécifiquement pour les IA génératives. Est-ce que l'acte IA voté par l'UE, on va le voir concrètement, nous, en tant que consommateurs, consommatrices des réseaux sociaux? Est-ce qu'on va se rendre compte que l'IA est régulée, en fait, en 2026? On va s'en rendre compte, je pense, l'utilisateur lambda s'en rendra compte quand il verra que tout le contenu qui a été généré par l'IA sera marqué comme ayant été généré par l'IA, par l'IA, à moins que ce soit très explicite. Donc ça, c'est une mesure qui, je pense, sera visible par tous. Et qui est assez phare, du C'est coup. l'une des plus concrètes, c'est assez phare. Faut savoir qu'on en parle beaucoup dans le monde entier, en fait, finalement. Comment on pourrait identifier le contenu généré par l'IA. Encore une fois, ça renvoie au problème de désinformation, mais également de deepfake. Il y a eu des histoires en termes de deepfake. Ouais, j'en profite juste pour faire une petite précision pour tous les Ouais. utilisateurs et utilisatrices qui connaissent pas forcément le deepfake, qu'on appelle en français, en bon français, l'hypertrucage, parce qu'ici, on aime bien les mots bien français. Non, mais c'est... Excusez-moi. Non, pas de problème. C'est la possibilité de faire dire à une vidéo déjà existante complètement autre chose, ou faire se mouvoir une personne sur une vidéo qui existe déjà d'une façon complètement différente. C'est ça. Puis il y en a qui sont faites un peu pour rigoler, où on voit tout de suite que c'est un deepfake parce que c'est un peu what the fuck, pour parler en bon français toujours. Mhm. Et il y en a d'autres, par contre, où là, on est vraiment dans la désinformation avec des personnalités politiques. Oui, et c'est c'est ça. de plus en plus dur de se rendre compte de ce qui est vrai ou pas, en fait. C'est ça, et donc on a des conséquences concrètes sur la réputation des personnes. C'est assez grave, en fait, c'est même illégal d'en faire. C'est d'autant plus d'actualité, c'est d'autant plus grave qu'en fait, cette année, c'est une année riche en élections nationales dans le monde. Et on se rend compte qu'en générant des deepfakes convaincants de personnalités politiques, on pourrait orienter le vote d'électeurs. Est-ce qu'il faut qu'on flippe là-dessus, en se disant que les IA génératives vont être meilleures au fur et à mesure que les années passent? On flippe déjà cette année sur les conséquences que pourrait avoir justement l'IA générative sur les résultats des élections nationales en termes de deepfake. Je réutilise le terme anglais, excusez-moi. Maintenant, c'est très bien. Personne n'utilise hypertrucage. Je l'ai découvert en googlant. D'accord. Et voilà. Et en fait, récemment, il y a eu un scandale avec justement la nièce de Marine Le Pen. La nièce de Marine Le Pen, fausse nièce du coup, qui est générée par une IA et qui aurait fait le tour des réseaux. Avec des impressions à 600 000 vues, c'est ce qu'on a, oui, on a quand vu. même. Mais apparemment, la plupart des comptes qui relayaient ces images auraient été supprimés maintenant. Oui, justement, en parlant de ces deepfakes et des IA génératives, en scrollant sur les réseaux sociaux, vous êtes peut-être déjà tombé sur les profils d'Aitana Lopez ou Maya Lima. Ces deux influenceuses qui cumulent des milliers d'abonnés sur Instagram, sauf qu'elles ne sont pas humaines. Ça peut paraître dingue, mais aujourd'hui, il y a aussi des influenceuses qui sont générées par intelligence artificielle. À la base de ce projet, c'est une agence espagnole, Clueless, qui voulait créer des mannequins à bas coût et avec un faible impact carbone. En tout cas, ça, c'est eux qui le disent. Et le virtuel flirte de plus en plus avec la réalité, parce que Aitana est apparue sur des vrais comptes. Elle a par exemple fait des photos en collaboration avec l'influenceuse italienne Elena Morali. Alors concernant ces deux influenceuses, leur bio Insta affiche clairement qu'elles sont générées par IA, donc là c'est transparent, mais c'est loin d'être le cas pour toutes. Et le problème, c'est que les abonnés peuvent être trompés, voire manipulés, et on le disait, parfois à des fins politiques. Et donc la dernière pépite en date, on en parlait, ce sont les comptes TikTok de supposées cousines de Marine Le Pen, et ils ont été supprimés par la plateforme. Mais certaines vidéos ont cumulé plus de 600 000 vues. Et l'objectif était clair, c'est soutenir le Rassemblement national en vue des européennes du 9 juin prochain. Et là, ça devient inquiétant. Ça devient problématique, oui.
Après, sur la création, la génération de personnes par l'IA, il y a aussi d'autres histoires. Vous en avez peut-être entendu parler, mais en Chine, par exemple, il y a des sociétés qui se sont lancées dans la génération de personnes décédées, en fait, pour soi-disant aider en fait les gens à faire leur deuil. On pourrait payer un abonnement et pouvoir discuter avec une personne décédé de sa famille, un proche C'est décédé. Black Mirror, quoi, Oui, pour là, de ça vrai. fait vraiment Ça épisode ressemble de à Black Black Mirror, Mirror. ouais, oui. Et donc là, il y aurait des problèmes en termes de manipulation également. À partir de quel moment euh, la personne pourrait réussir finalement à faire son deuil si tout le temps confronté à justement un proche comme ça. Mais il n'y a pas que la génération de personnes décédées, il y a aussi la génération, on en entend parler en ce moment de petits amis, de compagnons virtuels en fait, qui pourraient converser avec vous, vous envoyer des mots doux, etc. Il y avait une histoire l'année dernière d'un homme en Belgique qui a été poussé au suicide par une intelligence artificielle de ce genre, avec laquelle il était de façon très bizarre tombé amoureux. Je pense sincèrement que oui, des personnes peuvent tomber amoureux. Alors j'imagine qu'il y a des personnes qui font appel justement à ce genre de service sont des personnes qui sont peut-être déjà en détresse, en situation de détresse affective. Donc voilà, ça pose des questions en termes d'addiction aussi, en plus de manipulation. En l'occurrence, dans le AI Act européen, ces systèmes-là, qui sont considérés comme assez manipulatoires, en fait, finalement, sont, je pense, interdits. Alors je dis je pense parce qu'on n'a pas encore de précédent de l'application de la loi, mais on a l'article 5 dans le AI Act qui interdit justement un certain nombre d'IA et d'usage de l'IA qui auraient des impacts inacceptables sur les personnes en général, et justement des systèmes utilisant soit des moyens, des techniques subliminales pour influencer et porter préjudice aux individus seraient justement des systèmes interdits en Europe, en tout cas. Et en Chine, est-ce qu'il y a une régulation aussi de l'IA? Oui, d'ailleurs, la Chine est pionnière dans la régulation de l'IA. La Chine a déjà 3 lois, dont 2 qui intéressent directement l'IA générative. Ils ont été les premiers à réguler sur le sujet. L'Union européenne arrive après. L'implémentation de l'IA Act, c'est 2026. Aujourd'hui, on est en 2024. Qu'est-ce qui, entre-temps, interdit aux entreprises françaises d'utiliser des IA générées pour combler un manque affectif ou un proche? Et bien justement, la loi. En fait, l'IA Act rentrera en vigueur en 2026 dans son entièreté. Il faut savoir qu'il sera applicable dès 6 mois après son adoption. Donc ça a déjà, le compte à rebours a déjà commencé pour les systèmes les plus, ceux qui posent un risque inacceptable justement. Donc il faudrait que les sociétés se dépêchent s'ils veulent faire passer ce genre d'application avant que la loi entre en vigueur. Mais en l'occurrence, voilà, l'entrée en vigueur totale du règlement, effectivement, c'est en 2026. En ce qui concerne les obligations les plus fortes, celles-ci seront en vigueur plus tôt, en fait. Donc, quand on a des systèmes qui posent beaucoup de risques, ils seront interdits plus tôt que 2026. En l'occurrence, dans 6 mois, pour se posant un risque inacceptable. Le fait que l'Union européenne régule maintenant, est-ce que ça va avoir un effet normatif sur le monde ou d'autres pays comme les États-Unis ou la Chine? Oui, et ça a déjà eu un effet, ça a déjà influencé la réglementation dans d'autres pays. On parle d'effet Bruxelles, en fait, quand on parle des lois européennes. Ça fait référence aussi à ce qu'on a connu avec le règlement européen sur la protection des données, le RGPD, en 2018, qui, quand il est entré en vigueur, finalement, a poussé d'autres acteurs à faire de même s'ils n'étaient pas européens. Le RGPD, pour nos auditeurs et auditrices, c'est les cookies, par exemple. C'est le bandeau cookie oui, à l'ouverture des sites. Ça risque de changer, c'est dans pas longtemps, ça, d'ailleurs, mais effectivement, c'est comme ça qu'on voit On l'effet. l'avait bien remarqué. Du coup, oui, mais du coup, on ne sait pas forcément que ça existe, RGPD, Règlement pour la protection des données, mais en fait, très concrètement, dans notre usage d'Internet, Bruxelles est déjà intervenue, quoi. Donc, ça laisse présupposer qu'effectivement, l'IA Act aura
un impact concret dans nos vies quotidiennes, vu qu'on a un usage presque systématique d'Internet aujourd'hui. Oui, oui, puis il en aura aussi dans le monde entier, puisque en fait, l'IA Act aura des effets extraterritoriaux, c'est-à-dire que des sociétés, des développeurs, des fournisseurs de systèmes d'IA qui ont pour vocation de proposer ces systèmes en Europe seront quand même soumis à l'IA Act, même s'ils sont basés en dehors de l'Europe. Et oui, À c'est tout partir l'enjeu. du moment où ça touche des citoyens de l'Union européenne, il C'est ça. faudra que ça C'est ça. rentre dans les clous. Et en fait, il faut savoir que le focus européen sur le thème de la réglementation de l'IA a eu un effet concret à l'étranger, notamment aux États-Unis. Fin 2023, le président Biden prenait un décret présidentiel sur l'IA et la façon de la réglementer. Alors, le décret est exhaustif et finalement assez général, mais on retrouve encore les principes qui sont utilisés, employés dans le AI Act. On parle de trustworthy AI, c'est un terme qui revient beaucoup, l'IA digne de confiance, donc, avec, pareil, des impératifs de cybersécurité pour protéger les données des utilisateurs, également des impératifs de transparence. Donc, transparence, c'est vraiment un sujet qui revient beaucoup. Aux États-Unis, comme en Europe maintenant, comme au Canada bientôt, comme en Chine, et la liste est longue. En fait, on pourrait s'attendre à voir dans les prochains mois des solutions de tatouage numérique ou de watermarking sur le contenu généré pour l'IA afin de pouvoir justement identifier la provenance du contenu. Et ça, c'est Europe inspiré. Alors, ça vient aussi des institutions nationales comme l'OECD et le groupe du G7 qui ont aussi émis des grands principes pour l'IA. Mais c'est des principes que du coup nous retrouvons dans des lois très concrètes et qui ont une incidence dans le monde entier. Et comme il y a les élections européennes qui arrivent en juin prochain, ce sera le 9 juin que les Françaises et Français iront voter, mais c'est du 6 au 9 pour le reste des Européens. On avait une question pour vous. Est-ce que si vous aviez la possibilité d'être à la place d'un décideur européen concernant l'IA, est-ce qu'il y aurait une mesure que vous aimeriez mettre en place, ou en tout cas peut-être une règle, une loi que vous aimeriez amener à la discussion qui aujourd'hui n'est peut-être pas prise en compte dans l'IA Act? Alors déjà enjoindre aux États d'intégrer justement une campagne de sensibilisation à l'école assez tôt finalement pour les jeunes Français, les jeunes Européens. Ensuite, il faudrait travailler sur ce qu'on appelle la façon dont les réseaux sociaux sont structurés. En fait, si vous voulez, l'IA, c'est pas nécessairement que le cœur du problème quand on parle d'IA générative, justement de deepfake, de désinformation. En fait, il y a tout un modèle économique d'Internet aujourd'hui qui fait que voilà, il est propice finalement à la multiplication de contenus de basse qualité et à la viralité de posts qui sont parfois de la désinformation. Donc, mais là-dessus, justement, il y a déjà un projet au Parlement européen sur la façon de travailler sur le modèle addictif, le côté addictif justement des plateformes pour essayer toujours de limiter finalement ce problème de propagation de la désinformation. Et évidemment, ça aura un impact sur ce que produit l'IA générative à un moment donné. Mais c'est vrai que c'est un problème qui existait avant qu'on ait des IA génératives aussi développées que Oui. maintenant. De toute façon, les fausses informations se propagent plus vite sur les réseaux sociaux qu'une information vraie. Il y a beaucoup de réseaux aussi qui mettent en avant des posts très, très polémiques parce que ça fait plein de commentaires négatifs. Voilà. En fait, il faut bien comprendre une chose avec l'IA, et surtout l'IA générative, c'est qu'en fait, la technologie est là, elle exacerbe certains problèmes qu'on connaissait déjà. Voilà. Donc souvent, c'est des problèmes sur lesquels on a déjà des lois, en fait. Alors surtout en Europe, par exemple dans la protection des données, même si l'IA générative bouscule un peu le RGPD est là. Bon, ensuite, il faut éventuellement penser à l'adapter pour mieux répondre aux enjeux que pose l'IA. Mais il y a déjà un passif législatif, si vous voulez. C'est le cas d'ailleurs également pour la désinformation avec le Digital Service Act, en Europe, qui aussi enjoignait, en tout cas prévoyait des obligations pour certaines plateformes pour justement limiter la désinformation. Donc encore une fois, l'IA Act n'arrive pas comme ça dans un vide juridique. Il y a des lois et il va interagir avec d'autres cadres, notamment en Europe, mais
autre part dans le monde aussi. Merci beaucoup, William. Ben, de rien. Hyper intéressant de pouvoir décrypter à quel point, en tout cas dans ce domaine-là, l'Europe est super présente dans nos vies quotidiennes. C'est des choses qu'on réalise peut-être pas quand on scrolle sur Instagram. Et c'était très chouette de pouvoir discuter avec vous. Merci beaucoup. Tout plaisir, c'est pour moi. Ce podcast était présenté par Camille Sarrazin et Alice Rouja sans l'intervention d'aucune IA générative pour rédiger le texte. Vous pouvez le retrouver sur la chaîne YouTube de Enter et la plateforme de podcast de RFI. Merci d'ailleurs à RFI et à France 24 de nous laisser squatter ce studio. Et puis vous pouvez nous retrouver sur tous nos réseaux. On est sur Insta, TikTok et YouTube.